Aujourd'hui, je reçois Michael qui est un expert sur Snowflake et qui est d'ailleurs directeur data et IA chez KPC, le cabinet de conseil élu partenaire de l'année 2024 de Snowflake. Aujourd'hui, Michael va nous faire une masterclass sur la mise en place d'une stack data et IA avec Snowflake. Il va nous expliquer dans quel contexte on met en place cette technologie, quels sont les avantages et les inconvénients de la solution et il va nous partager tous ses conseils. Hello Michael, ça va ? Salut Robin, ça va très bien. Cet épisode est rendu possible par KPC. Pour commencer, comment tu t'es retrouvé à te spécialiser sur Snowflake, toi ? La décision s'est prise en juin 2019. J'ai assisté à un retour d'expérience d'un responsable data qui avait mis en place Snowflake et pour servir à un contrôle de gestion où il passait d'une clôture qui prenait plusieurs jours à une clôture qu'il pouvait faire dans la journée. Parce que au lieu d'attendre les batchs toutes les nuits qui prenaient 8 à 10 heures, 12 heures pour tourner, et ben là, le batch, il tournait en quelques minutes. Donc ça permettait de faire des clôtures financières. Alors à l'époque, le sujet de la finance, c'était quand même un gros sujet chez KPC. Et donc j'ai trouvé ça formidable. On était déjà en veille sur le sujet. J'avais déjà identifié Snowflake, on avait déjà fait 2-3 POC. Mais voilà, c'est vraiment ce retour d'expérience-là au Data for Breakfast qui a fait qu'on a décidé, on s'est dit, allez, on y va. On le met à l'échelle et c'est là qu'on a commencé à faire des projets. Ça fait 20 ans, quasi 20 ans que je fais de la data et c'était vraiment le genre de plateforme qu'on cherchait à vouloir mettre en place. Ça nous a facilité les projets. Et ce que je disais en intro, donc KPC a été élu partenaire de l'année 2024 de Snowflake. Ça vient matérialiser quoi ? C'est-à-dire que vous êtes un des acteurs qui fait le plus de missions en lien avec Snowflake ou qui a la plus grosse expertise, un mix un peu des deux. Ce qui drive la chose, c'est le nombre de projets réussis, parce que je pense que si c'est des projets échoués, ça compte pas. On va se fâcher avec Snowflake. Donc c'est le nombre de projets qu'on a exécutés sur l'année et un petit peu la taille de ces projets. Donc voilà. Justement, dans quel contexte les entreprises mettent en place Snowflake ? Quand j'ai commencé, il fallait choisir. Il fallait choisir le scope de données, il fallait choisir la quantité de données qu'on pouvait adresser, il fallait choisir le périmètre, il fallait forcément choisir un angle de vue quand on analysait de la donnée parce que les plateformes, elles étaient limitées. Donc on faisait avec les ressources et on demandait aux gens qui avaient besoin d'adresser de la donnée de choisir la vue, le périmètre, le scope de données. C'est une limitation. Donc on imposait par une limitation technique, on imposait aux utilisateurs un point de vue. Snowflake est venu libérer ça. Et c'était un peu l'outil attendu par le marché parce que on pouvait stocker des données, on avait de plus en plus de données à stocker et Snowflake est venu libérer. Donc en fait, c'est une plateforme ultra véloce qui permet de pas avoir à choisir est-ce que je dois avoir seulement des données agrégées, est-ce que je peux avoir des données de détail, quand je veux du détail est-ce que je dois avoir seulement une partie du périmètre, etc. Ça c'est vraiment le contexte de départ. Le contexte de départ, donc le stockage principalement. Le stockage, mais le fait de libérer la donnée, parce que la stocker, avoir 3 téras de données qui sont dans un data lake quelque part, ça c'est simple. Mais en fait, avoir ces 3 téras et qu'on peut adresser et requêter, interroger et les repréparer, etc. Donc vraiment les libérer, on les a stockés certes. Et donc il y a eu vraiment ce parti pris chez Snowflake de séparer le compute et le storage. Donc on peut stocker vraiment à peu cher et le calcul en fait comme il est très véloce, on peut très bien stocker 5 pétaoctets de données et pouvoir le requêter. Alors certes 5 pétaoctets ça va coûter cher mais c'est faisable. Et est-ce que ensuite ça a évolué ? Ça a été le pari de départ d'ailleurs des fondateurs qui viennent d'Oracle, ils viennent de la base de données et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont vraiment pris le parti pris du cloud pour pouvoir créer cette vélocité, pour pouvoir créer cette mise à l'échelle et cette élasticité. Ce principe-là de mise en œuvre de simplicité, de facilité et d'élasticité, ils l'ont au début mis en œuvre pour le socle data et pour le requêtage et pour le warehousing. Et en fait, ils n'ont eu de cesse que de l'adapter au workload moderne de data. Et aujourd'hui, la plateforme, elle a explosé en termes d'usage de streaming de data temps réel, en termes d'usage de GenAI, de ML modeling, d'inférence aussi, et même sur les applications. Donc la convergence entre l'analytique et le transactionnel. Donc voilà, ils ont pris le principe qu'ils avaient de départ, pour laquelle ils ont créé Snowflake, et ils l'ont généralisé à un petit peu toutes les workloads data. Ouais, donc maintenant, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de savoir précisément dans quel contexte les entreprises adoptent l'outil parce que ils peuvent arriver par plusieurs briques peut-être parce qu'effectivement, la plateforme maintenant, elle est beaucoup plus riche. Alors, le sujet principal, c'est de se dire quand même, j'ai un besoin dans mon entreprise de centraliser l'information.
Alors, tu vas me dire, c'est très générique, mais c'est le point de départ. J'ai des systèmes hétérogènes, j'ai plusieurs processus, j'ai des problématiques avec plusieurs filiales et j'ai besoin de réconcilier le savoir de l'entreprise à un seul endroit pour pouvoir le redistribuer. Quand on est dans ce cas-là, on peut se poser la question, oui, Snowflake, c'est le bon outil pour m'aider à avancer. Je trouvais ça intéressant qu'on dessine la stack, l'architecture data qu'on peut construire avec Snowflake en revenant sur les briques principales de la moderne data stack dont on parle souvent sur le podcast pour voir à chaque fois est-ce que Snowflake est positionné et vu aussi comme leader sur cette brique-là. Est-ce que sur cette brique-là, en revanche, ça va être plutôt un outil tiers qu'il va falloir aller chercher. Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Si on commence par le warehouse, oui, évidemment. Stocker de la donnée, calculer, faire des transformations, ça va dire c'est le point fort de Snowflake. Et évidemment, il faut essayer d'agrémenter, parce qu'une stack data, comme tu le dis, c'est pas seulement stocker et calculer de la donnée. Donc si on part dans le bon sens, si on part de l'ingestion, il faut se poser la question, quelles sont mes sources, etc. Donc on a évidemment des outils comme Fivetran, il y a ClickTalent. Le principe de l'ingestion, c'est de se dire, comment j'extrais la donnée. Donc ce qui va driver, c'est de quoi j'ai besoin comme extracteur, quelles sont mes sources de données, et de quelle façon je peux l'ingérer avec Snowflake. Donc en fait, l'avantage de Snowflake, et on le verra sur les autres briques aussi, c'est que ils ont travaillé quand même avec les acteurs les plus importants du marché pour assurer une compatibilité, pour être quelque part un socle de référence et être compatible avec beaucoup d'outils. Il y a quelque chose à noter, c'est qu'au Summit en juin, ils ont annoncé quand même la sortie d'OpenFlow. Donc OpenFlow, c'est qu'ils commencent à rentrer sur le marché quand même de l'ingestion de données, parce qu'OpenFlow, c'est la brique à l'intérieur de Snowflake qui va permettre d'aller chercher les datas à l'extérieur. Est-ce que ça vient vraiment rentrer en compétition avec Fivetran? Est-ce que ça vient rentrer en compétition avec Informatica, ClickTalent, Airbyte? C'est pas sûr qu'ils aient autant de connecteurs, mais aujourd'hui on sent qu'il y a une volonté de Snowflake d'embrasser un petit peu l'ensemble de toutes les parties, les sources principales. Ensuite, l'autre brique dont on parle souvent dans le cadre de la moderne data stack, ça va être la transformation. Donc, c'est une brique qu'on va un peu rajouter au-dessus du warehouse pour venir préparer ces données. Et donc, l'outil dont on a énormément parlé sur le podcast ces dernières années, c'est DBT. Mais il y en a d'autres. Il y a SQL Mesh, il y a Qualys aussi, et il y en a probablement d'autres. Il y a Dataform, je crois, de Google. Ici, pareil, est-ce que Snowflake propose un outil en interne? Est-ce que toi, de ce que tu vois en général, tu vas plutôt partir sur un de ces outils tiers qu'on vient de citer? Et comment tu approches ça? Ça dépend des besoins, vraiment. Donc c'est pour ça que il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, qui sont architectes et qui sont pas là juste pour dérouler un savoir-faire, mais il y a une adéquation entre dans quelle configuration je me trouve dans mon entreprise, quels sont mes besoins. Est-ce que je suis plutôt sur de transformation de temps réel? Est-ce que je suis plutôt sur quelque chose de très volumineux où j'ai beaucoup de data product? Donc ma problématique, c'est beaucoup de gouverner en fait quelque part l'ensemble de mes transformations. Donc ça, c'est des drivers qui vont faire que je prenne plutôt un outil que l'autre. Il y a tous les outils que tu as cités, évidemment. DBT, forcément, est incontournable. Ça nécessite de connaître un petit peu le code, même s'ils viennent de sortir Canvas, qui est un petit peu un outil visuel pour faire de la transformation. Donc ils vont eux sur le marché pour concurrencer un Informatica, pour concurrencer un ClickTalent sur la transformation. Mais effectivement, DBT, il y a une grosse intégration avec Snowflake. D'ailleurs, il est possible d'importer maintenant, depuis le mois de juin, des projets DBT et les faire tourner directement à l'intérieur de Snowflake. Et donc, c'est un peu hybride pour répondre à ta question. Historiquement, on peut faire directement le code dans Snowflake. En plus de ça, maintenant, il y a une compatibilité poussée avec DBT. Et évidemment, il y a énormément d'outils sur le marché qui font en sorte d'être très, très compatibles avec Snowflake. Tu as cité Qualys notamment. Il y a tous les critères que tu as cités, je pense qu'ils sont à prendre en compte pour le benchmark, la situation dans laquelle on se trouve d'un point de vue très data, donc volumétrie, diversité des data products, besoin en gouvernance, etc. Donc, ça, c'est en fait les critères qu'on va devoir retrouver un peu dans notre étude qu'on va faire au moment où on va choisir un outil tiers, l'intégration avec Snowflake, etc. Et après, il y a aussi l'équipe dont tu as parlé, le besoin, quoi. C'est, est-ce qu'on a besoin d'un outil justement qui est très low code, très no code, ou est-ce que c'est OK de faire des transformations en SQL, auquel cas là, tu pars plutôt sur un DBT, sur un SQL Mesh. Ensuite, il y a une brique, on va dire, qui est plutôt la brique de consommation, d'activation, on va dire tout ce qui va être vers l'activation de la donnée. Donc il y a un premier élément là-dedans qu'on trouve souvent qui est tout simplement la data vise, donc les tableaux de bord. Là-dessus aussi, en général, du coup, c'est pareil, tu vas devoir identifier un outil tiers qui s'intègre bien avec Snowflake. Aujourd'hui, Snowflake est tellement incontournable, entre guillemets, que la plupart des outils sont compatibles. Alors la compatibilité, elle va être
plus ou moins poussé. Mais ça doit pas être la clé de décision principale. La clé de décision principale pour un outil de devise, c'est que ça fit bien avec ses besoins. Un Looker, on va faire plus de la doc, on veut du dashboarding, du tableau du clic, on veut quelque chose qui s'intègre bien dans son périmètre Microsoft. Si on a Teams, Office, etc., on va choisir Power BI. Voilà. Bon, quelque chose à noter côté Power BI, ils ont bien bossé avec Snowflake, c'est-à-dire qu'ils ont un moyen de connexion qui est assez particulier qui s'appelle Direct Lake, qui est la même connexion qu'on va pouvoir activer avec Fabric, donc il y a la même connexion pour Snowflake, et en fait c'est le data warehouse qui pousse les données vers le reporting, il faut de la mise à jour instantanée. Alors c'est plus complexe que ça, je vulgarise là. Mais le vrai driver de décision, c'est l'outil. Comment je l'utilise, de quoi j'ai besoin, quels sont les besoins de mon organisation, quel est le cycle de vie de mon reporting. Et on arrive sur 2 dernières briques où là, j'ai l'impression que justement Snowflake est très présent. C'est tout ce qui va être application, un peu no-code, justement, être en capacité de venir activer la donnée, soit pour effectivement aussi des petits outils de BI, mais plus ponctuels, soit carrément pour mettre en place des applications. Donc je pense notamment à Streamlit que propose Snowflake. En général, tu vois toujours justement des clients qui vont utiliser Snowflake sur ces sujets-là, ou est-ce que aussi tu as d'autres outils tiers qui peuvent être utilisés en face ? Oui, je pense que le rachat de Streamlit il y a quelques temps est très bien fait, très bien intégré à l'intérieur de Snowflake. Ça permet de faire des petites applications assez rapidement, à mixer avec la fonctionnalité d'Hybrid Table, c'est d'arriver à avoir une convergence entre un petit peu le transactionnel et l'analytique. Mais ils sont allés un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment de l'application très embarquée. Nous, chez KPC, on a des projets où on fait vraiment de l'applicatif sur de la data. On a fait là dernièrement une application de gestion commerciale pour aider des commerciaux sur le terrain qui font des relevés, etc. Et ça, c'est dans Snowflake. On l'héberge. C'est pas avec du Streamlit. Alors, ça s'appelle Snowpark Container Services. Donc, cette workload d'application, elle est vraiment prise au sérieux. Et la preuve en est, c'est que là, il y a des annonces encore au mois de juin au Summit à San Francisco où ils ont fait l'acquisition d'une boîte qui fait de la mise en place de Postgre en SaaS, en autogéré. Donc voilà, donc ça veut dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura une annonce où Snowflake va avoir la possibilité d'avoir du Postgre à l'intérieur de Snowflake. Juste dernière brique qui fait toujours partie de cette catégorie un peu consommation de la donnée, c'est toute la partie machine learning, IA. Là-dessus, Snowflake aussi a fait un gros push sur les dernières années. Curieux que tu nous en dises un petit peu plus. Qui dit IA dit Python. Et ça a été un peu le fait d'armes du nouveau CEO. C'est vraiment d'intégrer, on a parlé beaucoup de SQL, c'est d'intégrer Python au cœur de Snowflake. Donc maintenant, on peut utiliser du Python en natif. On peut utiliser du Panda en natif à l'intérieur de Snowflake. Donc il y a vraiment une intégration native du Python à l'intérieur de Snowflake, et y compris sur les workloads qui font appel à du GPU. Donc on peut très bien faire à la fois de l'entraînement et de l'inférence avec des modèles d'IA directement dans Snowflake, en faisant appel ou pas à du GPU. Donc là, vraiment, l'intégration est très poussée et elle est très bien faite. La dernière chose en date, c'est la possibilité d'avoir même des notebooks à l'intérieur de Snowflake. Donc, on n'a pas besoin d'avoir son notebook Jupyter à l'extérieur. Il peut directement être mis en place dans Snowflake. En un bouton, on le schedule. Ils sont poussés vraiment sur cette partie-là. Et ils sont allés jusqu'à dernièrement aussi à intégrer des modèles de GenAI. Donc, même les modèles déjà prêts, en fait, on peut les intégrer et les utiliser dans Snowflake. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des briques principales. Je te propose qu'on passe à la suite. Si tu veux bien, juste avant de passer à la suite, il y a des briques dont on n'a pas parlé, par exemple l'orchestration, mais il y a aussi plein de briques parce qu'aujourd'hui, la data, c'est pas seulement la data pour l'analytics, et la data, ça devient de plus en plus stratégique à l'intérieur des entreprises, et pour ça, il faut s'équiper aussi d'outils pour que ça devienne un asset sérieux dans l'entreprise. Alors, je pense au MDM, je pense à la data gouvernance pour améliorer la confiance, je pense à l'observability, pour arriver à fiabiliser, rendre en qualité l'ensemble de ces pipelines. Je pense au Reverse ETL. Reverse ETL, c'est on prend à partir de son socle de données et on vient alimenter ses applicatifs métiers. Il y a des outils comme iTouch, il y en a d'autres pour venir alimenter, ou alors des outils très verticalisés. Par exemple, il y a Imagino qui permet de réalimenter ces processus liés au marketing et aux clients. Donc voilà, il y a ces outils-là qui viennent dans la galaxie Snowflake, qui sont très compatibles d'ailleurs avec Snowflake. Et donc ça a aussi à considérer dans son socle data, parce qu'en fait, le socle data vient augmenter le système d'information. Aujourd'hui, c'est
comme ça qu'il faut le considérer. Et Snowflake l'a bien compris en fait. Effectivement, là, l'idée, c'était d'essayer de schématiser un peu les grandes briques, mais tu as raison, il y a plus de briques, il y a bien sûr plus de complexité, plein d'outils à étudier. Je te propose qu'on passe à la suite. J'étais curieux peut-être qu'on prenne un peu de hauteur et que tu nous dises, toi, maintenant qu'on a parlé de toutes ces briques, quelles sont les difficultés principales que tu vois à l'usage de Snowflake? Il y en a une petite, c'est plus lié à des retours qu'on me fait, hein, et à ce qu'on voit avec les clients, c'est sur la partie un petit peu souveraineté, contrôle de la plateforme. Donc un petit peu de vendor lock-in en prenant Snowflake, parce qu'ils ont leur propre format, une technologie qui est propriétaire. Ça va avec l'innovation, hein, donc comment on va dans Snowflake, comment on en sort, ça peut être un sujet. Aujourd'hui, ils ont bossé sur ça. Ils ont bossé avec Apache Iceberg. Voilà, ils ont complètement embrassé le standard. Alors c'est pas par défaut, mais ils ont vachement bossé sur ce format-là, sur l'interopérabilité aussi avec d'autres acteurs. Il y a un partenariat qui s'est fait à Microsoft pour pouvoir justement faire une double stack Snowflake plus Fabric, et en ayant qu'un seul stockage partagé entre Fabric et Snowflake. Donc ils bossent sur le vendor lock-in. J'explique pour ceux qui seraient pas familiers avec le concept, ce qu'on appelle le vendor lock-in, c'est le fait de potentiellement être bloqué chez un partenaire, une fois qu'on a mis toutes ces données dans la plateforme, qu'on utilise cette plateforme, c'est un peu, voilà, dans quelle mesure ça va être difficile, si on en a envie, de bouger au bout de quelques années. Et juste pour conclure là-dessus, pour être sûr que les gens comprennent bien, Ange, est-ce que tu dirais que tu as plus de vendor lock-in avec un Snowflake qu'avec d'autres grands acteurs, mais qui restent propriétaires, c'est-à-dire par exemple un GCP, un BigQuery, ou un Microsoft, justement, comme tu disais, Fabric, etc. Alors GCP, oui, le vendor lock-in il va être équivalent à Snowflake. Peut-être qu'avec un Databricks et un Microsoft, le vendor lock-in est légèrement moins, parce que eux ils ont un format qui est open source, qui est plus ouvert, qui est Delta. Maintenant, Delta, il aurait dû être un peu plus adopté. Le fait est qu'il est moins adopté au final que Apache Iceberg aujourd'hui. À l'inverse, quels sont les plus gros avantages, tu dirais, d'utiliser Snowflake? Alors il y en a plein, et aujourd'hui la plateforme elle est quand même assez large. Oui, c'est un des avantages, c'est quand même la couverture en termes de fonctionnalité. On va pouvoir sur beaucoup de use cases, sur beaucoup de types d'implémentation, trouver la façon d'utiliser Snowflake qui correspond. Ça, c'est un sacré avantage. Mais le principal, c'est la facilité. C'est la facilité de mise en œuvre, la facilité de gouvernance de la plateforme, la facilité d'administration. C'est un peu la caractéristique principale quand ils essayent justement, même aujourd'hui en ayant de plus en plus de fonctionnalités dans la plateforme et d'avoir une couverture très large, ils essayent toujours de garder ce mindset initial de dire c'est pas fait pour avoir à maîtriser l'infrastructure sous-jacente. On vous met à disposition des possibilités, des services, et en fait il suffit juste de les activer, de les configurer. Donc il y a du boulot de configuration, je dis pas qu'il y a rien à faire, mais c'est assez facile. Il y a une abstraction des machines derrière, de la façon de les gouverner, voilà, les problématiques techniques qu'on a en informatique, classiquement. C'est vraiment ça, c'est la facilité de mise en œuvre et d'usage. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui revient souvent, même quand on en parle sur le podcast depuis quelques années, c'est souvent revenu l'adoption de Snowflake, que ce soit par des startups ou des plus grosses boîtes. C'était le cas, on va dire, à l'époque où c'était très adopté pour la partie warehouse, principalement, mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas maintenant sur l'activation. C'est souvent l'image qui ressort, c'est en fait avec Snowflake, une fois que tout est set-up, en fait tu peux vraiment laisser l'outil ensuite à des profils business analysts qui sont pas forcément super techniques, qui voilà vont quand même faire du SQL, etc., mais sont vraiment loin d'être des data eng, et ils vont pouvoir tirer profit de la plateforme et créer de la valeur pour le business, là où potentiellement c'est un peu une autre histoire avec justement des outils, notamment on le met souvent, il y a une petite rivalité en face de Databricks, et où là Databricks a quand même une image d'être une plateforme un peu plus tech à la base, à destination de profils tech, et donc un petit peu plus data engineering ou data analyst qui ont une appétence technique, quoi. Il y a d'autres avantages dont tu voulais parler ? Oui, c'est aussi un avantage, c'est vraiment la scalabilité. Alors la scalabilité pas seulement sur la performance, mais la scalabilité sur le coût. C'est-à-dire que c'est très adapté à la fois aux toutes petites entreprises, aux toutes petites structures, et à la fois aux très très grosses qui ont des data hubs qui peuvent être énormes en pétaoctets, et ça se fond complètement, ça s'adapte complètement au type d'usage. C'est l'avantage de la facture à l'usage, et toujours avec cette même facilité de déploiement. C'est-à-dire qu'il suffit de l'utiliser, on paye, et on arrête de l'utiliser
utilisé, on paye plus. Ça, c'est quand même un vrai avantage. Ça l'était pas il y a quelques années parce qu'il y avait une espèce de mindset à changer chez les acheteurs informatiques dans les entreprises. On avait l'habitude quelque part de fonctionner en budget et puis d'avoir quelque chose de prévisible et de fixe en termes de coûts. Mais aujourd'hui, je le constate plus ou de moins en moins. Les gens sont habitués à ça et ont compris les avantages de cette facturation à l'usage. Est-ce que tu as d'autres conseils qui te viennent pour réussir à mettre en place Snowflake? Il faut m'appeler. Premier conseil. On est spécialiste pour aider les entreprises à justement à mettre en place Snowflake. C'est pour ça qu'on a été reconnu. Mais j'ai envie de dire techniquement, j'ai vu assez peu d'échecs liés vraiment à des difficultés ou à des trappes qu'on va voir qui peuvent être récurrentes. Ça existe sur d'autres mises en place de logiciels. Il y en a pas vraiment côté Snowflake. Les échecs que je vois en fait, ils sont plus liés au contexte, aux enjeux. Voilà, on a mal préparé le projet. La question c'est est-ce qu'on a le bon use case, est-ce qu'on a le bon niveau de maturité, est-ce qu'on a les bons experts, les bonnes équipes à l'intérieur, est-ce qu'on a le bon niveau de sponsoring, voilà, est-ce que dans l'organisation le projet, la transfo qui doit être adossé à la mise en place de ce genre d'outils, voilà, est-ce qu'on a validé les prérequis pour se dire allez, je me lance dans ça va être impactant, transformant pour mon organisation. Et souvent les échecs ils sont plutôt d'ordre organisationnel que liés principalement à la technique. Faut pas attendre de l'outil qui révolutionne nos problématiques si on n'a pas réfléchi en amont. Est-ce qu'il y a une tendance que tu observes sur le marché dont tu souhaiterais parler en lien notamment avec Snowflake? Tu nous disais par exemple que tu étais au Summit, donc ça peut peut-être être une news en lien avec le Summit, ou bien sûr ça peut être en lien avec l'IA générative. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. La grosse tendance, c'est l'IA générative. Et j'ai envie de dire doublement, parce que Snowflake est en train de devenir un socle pour justement faire tourner l'IA et donc pour pouvoir faire appel à des modèles, être le support à la fois à la rencontre de l'applicatif et de la data et d'avoir les modèles à l'intérieur d'une manière gouvernée et à la fois à l'inverse où l'IA va aider à faire le socle, à faire la data, à faire le pipelining, à démocratiser la donnée. Donc il y a vraiment une intrication entre la GenAI et la data à l'intérieur de Snowflake. Il y a des fonctionnalités sur lesquelles on peut construire nous des verticaux pour accélérer la démocratisation de la donnée. On parle de Text-to-SQL ou alors on parle de Copilot Horizon. Donc c'est un nouveau truc qui est sorti. Donc c'est la data gouvernance un petit peu assistée par l'IA pour aider à cataloguer son asset. Donc ça on aide les data ingénieurs, la gouvernance de données, enfin tous les gens qui s'occupent de manière professionnelle de la data au sein de l'organisation et on les augmente par l'IA pour faire un socle data encore plus solide. Et voilà, c'est pour ça que je dis il y a les deux. Avec l'IA, on va faire une data plus solide, mais aussi cette data plus solide va permettre à faire de l'IA très efficace à l'intérieur de Snowflake. Je parlais tout à l'heure de Sridhar, le nouveau CEO, qui vient du monde de l'IA, lui. Et il a pris un virage IA très fort et aujourd'hui on le sent. Et dans Snowflake, on peut tourner les modèles de GenAI les plus connus. Donc ils ont eu un partenariat très récent avec OpenAI, donc de manière privée, sans partager les données avec OpenAI. On a Anthropic. On va avoir DeepSeek, Mistral, Meta. Voilà, ces modèles peuvent tourner à l'intérieur de Snowflake. Et globalement, la moitié des new features, parce qu'ils aiment bien faire des annonces quand même au Summit, et la moitié des nouvelles annonces concernent la problématique GenAI. C'est vrai que ça, tu vois, pour en revenir un peu, je me mets dans les pieds d'un leader data, d'une leader data qui est en train de se demander s'il faut aller sur Snowflake, s'il faut aller sur Databricks, s'il faut aller sur Microsoft, sur quelle grosse plateforme il faut aller. Pendant un moment, l'IA, c'était un peu la cerise sur le gâteau, mais on analysait quand même beaucoup la plateforme au regard surtout de la création du socle, la gouvernance, la capacité à préparer sa donnée, à se créer sa donnée bien gouvernée. Maintenant, tu as l'impression qu'en fait, ça va devenir un axe principal. Je pense que les leaders vont choisir une plateforme par rapport à l'avantage compétitif que cette plateforme offre dans le fait de délivrer rapidement des cas d'usage IA. Et c'est vrai que tu le vois là avec Snowflake, le fait qu'en ayant Snowflake en place, depuis Snowflake, tu vas pouvoir finalement, comme tu dis, faire tourner des modèles de GenAI, les imbriquer dans des apps qui sont directement à destination de tes commerciaux. Enfin, tout commence à se lier et vraiment, le lien entre la data et l'IA devient beaucoup plus clair et beaucoup plus imbriqué, quoi. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Il y a deux personnes que je suis sur YouTube qui sont pas du tout de notre milieu, on va dire de la data pour les entreprises. Il y a Renaud Décode et Vision IA.
que je suis sur YouTube. Ils ont des petites audiences, mais ils font un travail plutôt pas mal de fouilles, des news, un petit peu de débunkage, et ça m'aide à y voir plus clair, à rester up to date et à avoir un petit peu une overview de ce qui se passe sur l'IA. Et puis après, s'il y a besoin, je fais un deep dive, hein, mais voilà, je connaissais pas. Écoute, je mettrai ça en description. Et enfin, qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Si je dois noter quelque chose en particulier, je dirais que c'est le côté humain et c'est le mentorship. Il y en a eu plusieurs dans ma carrière, des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont pris sur leur aile, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont appris des choses et qui m'ont guidé, même sur le long cours. Une personne en particulier avec qui j'ai travaillé quelques années en mission et qui m'a montré comment on prenait en charge un projet, qu'est-ce qui était important, comment on drive des interactions, comment on planifie. Voilà, plein de choses très importantes qui m'a fait passer quelque part du technicien qui comprend la techno à quelqu'un qui comprend les enjeux dans lesquels ces technos elles s'intègrent et comment on fait des projets réussis. Bah écoute, Michael, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu partager ton expertise sur Snowflake sur le podcast. J'en profite pour demander à l'audience de nous dire ce que vous en avez pensé. Mettez-nous un petit commentaire où que vous soyez. Venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Michael pour diffuser cet épisode. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Michael. Merci beaucoup Robin de m'avoir reçu. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.